Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le tour complet de l'actualité sur Afri7 Info. Nous l'annoncions la semaine dernière, c'est ce 4 novembre que comparait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant les tribunaux de la CPI pour les deux audiences de conférence de mise en état. On en parle avec Alex Mokhtar. C'est ce 4 novembre 2014 que se tiennent les deux audiences distinctes de mise en état dans l'affaire Laurent Gbagbo qui ne marque pas encore le début du procès. D'une part, la Chambre tiendra aujourd'hui une conférence de mise en état pour discuter de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès. D'autre part, le même jour, la Chambre tiendra une audience distincte dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé qui doit être effectué par les juges au moins une fois tous les 120 jours et au moins une fois par an lors d'une audience publique. Rappelons que le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire 1 a confirmé à la majorité 4 charges de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, autres actes inhumains ou à titre subsidiaire, tentative de meurtre et persécution à l'encontre de Laurent Gbagbo et a renvoyé l'affaire en procès devant la Chambre de première instance 1. Concernant la crise au Burkina Faso, l'Union africaine annonce donner aux militaires burkinabés 15 jours pour restituer le pouvoir aux civils, faute de quoi elle imposera des sanctions. Le ministre français de la Santé a affirmé qu'il y a effectivement en France un employé de l'UNICEF infecté du virus Ebola. Le patient est dans l'Hexagone pour recevoir des soins. Reportage. Le ministre français de la Santé Marisol Touraine a confirmé lundi la présence en France pour traitement d'un employé de l'UNICEF infecté par le virus Ebola en Sierra Leone. Marisol Touraine a déclaré que le patient évacué par vol spécial vers la France est en traitement en isolement de haute sécurité. Le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve a quant à lui annoncé que 120 militaires français se rendraient en Guinée dans quelques semaines pour aider à mettre en place des centres de traitement pour les malades d'Ebola et les travailleurs de la santé. Rappelons que la France n'a jamais eu de cas d'infection d'Ebola sur son territoire, mais a été actif dans la lutte contre la maladie, en particulier en Guinée. 15 chiites tués, c'est le bilan de l'attentat suicide qui a secoué le nord-est du Nigeria, épicentre de l'insurrection des islamistes sunnites de Boko Haram, au lendemain de l'attaque d'une prison dans le centre d'où se sont évadés 132 prisonniers. Le milliardaire génie informatique et philanthrope américain Bill Gates se prépare à faire un nouveau don de plus de 500 millions de dollars afin d'aider les pays en développement à lutter contre la malaria. Reportage. L'ancien président de Microsoft a annoncé à la 63e réunion annuelle de la Société américaine de médecine et d'hygiène tropicale à la Nouvelle-Orléans que sa fondation Bill et Melinda Gates allait consacrer la somme de 500 millions de dollars en 2014 pour réduire le fléau de la malaria, de la pneumonie, des diarrhées et d'une série d'infections parasitaires, cause principale de mort, de handicap dans les pays en développement. La somme de 500 millions de dollars ne représente qu'un peu plus de 6,5% de la fortune personnelle de Bill Gates, estimée à 76 milliards de dollars. Bill Gates a précisé qu'en plus de ce temps sa fondation avait augmenté de 30% son financement annuel concernant la malaria. Qualifiant l'épidémie de fièvre hémorragique d'Ebola qui a causé la mort de plus de 4 900 personnes en Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année de moments critiques dans l'histoire de la santé mondiale, le milliardaire a souligné la nécessité d'efforts plus importants pour faire face à des maladies résistantes aux médicaments comme la malaria et la dengue. Mariée depuis seulement 6 mois, l'américaine Brittany Maynard, atteinte d'une forme très agressive du cancer de cerveau en phase terminale, s'est suicidée le samedi 1er novembre. Elle a annoncé son projet de mettre un terme à ses jours il y a quelques semaines dans une vidéo postée sur son site internet, provoquant un vif débat sur l'euthanasie aux États-Unis. Peu après avoir eu connaissance de l'avancée de son mal, elle a déménagé pour l'Oregon, l'un des 5 États américains ayant légalisé le droit de mourir dans la dignité. Un médecin a donc légalement pu lui prescrire les médicaments dont elle avait besoin pour mettre fin à sa vie dans sa chambre, entourée de ses proches. Son histoire a fait le tour des médias du monde entier. Ouvrons à présent la page économie de ce journal. Malgré les rapides progrès économiques enregistrés par certains pays en Afrique, la connectivité terrestre demeure un gros problème qui nuit à une bonne couverture des territoires nationaux en moyens de télécommunication. RTL, en s'associant avec Touraya, pense contourner cette faible connectivité terrestre en Afrique. Noélie Richard.
L'opérateur de télécommunications Airtel a annoncé le début de la commercialisation des services et produits satellites du fournisseur Thuraya dans 12 pays d'Afrique. Pour un début, les services seront proposés au Congo, en RDC, en Zambie, au Gabon et au Ghana. 5 autres marchés suivront d'ici le début de l'année prochaine. À travers ce lancement, Airtel souhaite démontrer son engagement à fournir aux populations des solutions technologiques de communication de pointe pour améliorer la qualité du service télécom et réduire les coûts de ses clients. En s'associant à Thuraya, l'opérateur indien voudrait répondre à la demande croissante en technologie des communications en Afrique dans les 17 marchés où il est présent. L'objectif est de pousser la disponibilité du réseau dans les zones les plus reculées du continent africain. Le premier drone supersonique africain sortira d'usine en 2016 en Algérie dans le cadre d'une coopération scientifique entre ce pays et l'Afrique du Sud. Des détails avec Noélie Richard. Le 2 novembre, un responsable algérien a annoncé la sortie d'usine du premier drone supersonique africain. L'Algérie abritera la plateforme technologique de fabrication des moteurs de ce type d'appareil à usage tactique innovant. Le directeur général de la recherche scientifique et du développement technique, Afi Aourag, fait la précision en marge de la cérémonie de clôture du Salon international des véhicules aériens autonomes. Selon M. Aourag, l'Institut d'aéronautique de l'Université de Blida a été choisi à ce titre pour accueillir le site d'implantation. La plateforme de production ou la mise en place des équipes mixtes algéro- et sud-africaines est prévue le 1er janvier 2015 pour un délai de réalisation de 18 mois. Parlons sport à présent avec la réunion à Rabat au Maroc des membres de la Confédération africaine de football. Au centre des discussions, l'éventuel report de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 censée se tenir au Maroc en début d'année prochaine et ce en raison de l'épidémie de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. On en parle avec Alex Mokhtar. Les membres de la Confédération africaine se sont réunis à Rabat au Maroc pour discuter de l'éventuel report de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 censée se tenir au Maroc en début d'année prochaine. La Coupe d'Afrique des Nations doit se tenir du 17 janvier au 8 février de l'année prochaine, mais se heurte au refus du royaume chérifien qui souhaite le report de la compétition en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. La CAF, quant à elle, a rejeté la demande et a insisté sur sa volonté d'organiser la compétition au lieu et date déjà fixés. L'instance dirigeante du football africain se réunira au Caire le 11 novembre prochain afin de prendre une décision finale sur le report ou non de la compétition. Rappelons que le tirage au sort de l'épreuve est toujours programmé à Rabat le 26 novembre prochain. Il permettra de déterminer les groupes dans lesquels évolueront les 16 nations qui auront obtenu leur billet pour la phase finale de cette CAN 2015. Au tennis, l'Open de Paris-Bercy a connu son dénouement le dimanche dernier. Le grand vainqueur est sans grande surprise le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il l'a emporté contre le Canadien Milos Raonic. Reportage Alex Mokhtar. Opposé au Canadien Milos Raonic le dimanche 2 novembre dernier, le Serbe a tout simplement fait montre de son expérience. Pourtant, avant cette finale, tout le monde avait cru le Canadien tombeur de Federer capable de donner du fil à retordre au numéro 1 mondial. Mais c'est plutôt un Novak sûr de lui qui a confirmé son statut de champion en titre. Il remporte ainsi cette finale haut les mains 2-7-0, 6-2, 6-3. Le Canadien, quant à lui, gagne 2 places au classement ATP et prend la 8e place. Ce mardi soir se joue la 4e journée de la Ligue des Champions. Sont en lice les groupes A, B, C et D. Tour d'horizon sur cette étape de la compétition avec Alex Mokhtar. Dans le groupe A, la Juventus de Turin, très heureuse en championnat mais malheureuse en Ligue des Champions avec 3 points, recevra les Grecs de l'Olympiakos, leader du groupe avec 6 points. L'Atlético Madrid, finaliste malheureux de la précédente édition et deuxième du groupe, sera en déplacement chez les Suédois de Malmö. Vainqueur au match aller 4-0 face à Galatasaray, le Borussia Dortmund, toujours leader du groupe D avec 9 points, croisera le fer à domicile avec les Turcs, dernier du groupe. Les Gunners d'Arsenal de leur côté, deuxième au classement, essaieront de confirmer leur courte victoire du match aller face aux Belges d'Anderlecht à l'Emirates Stadium. Dans le groupe C, le Bayer Leverkusen, leader après sa victoire sur les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg lors de la 3e journée, sera en déplacement en Russie pour affronter son adversaire d'il y a 2 semaines. En cas de victoire, les Allemands garderont la tête de ce groupe avec 9 points. Quant aux Portugais du Benfica de Lisbonne, ils recevront les Monégasques qui les avaient tenus en échec au stade Louis II. Le choc du groupe B sera sans doute celui entre le Real de Madrid et les Reds de Liverpool. Liverpool, qui n'est pas au mieux de sa forme en championnat, devra affronter les Madrilènes à la fois leaders en Liga et en Ligue des Champions. 9 points au compteur. Bâle, dernier du groupe avec 3 points, tout comme les Reds, recevra de son côté Ludogorets Razgrad qu'ils devront battre pour espérer se qualifier.
Incursion à présent dans la planète showbiz. Après le succès manqué de son dernier album, la chanteuse latino-américaine Jennifer Lopez a sorti une œuvre biographique qui met en lumière ses déceptions amoureuses, dont celle avec l'acteur américain Ben Affleck a été la plus douloureuse. Rose Alibeda. Alors que son dernier album ne rencontre pas le succès escompté, la chanteuse américaine de 45 ans, Jennifer Lopez, décide de se dévoiler dans une autobiographie intitulée True Love. Dans cette publication, la bomba latina revient sur ses relations amoureuses et y fait des révélations bouleversantes. La star évoque aussi sa relation amoureuse avec l'acteur américain de 42 ans, Ben Affleck. Une idylle qui a duré de 2002 à 2004 et qui a fait la une des tabloïds. Une rupture, dit-elle, qui l'a beaucoup affectée. Cela a été probablement mon premier grand chagrin d'amour, confesse-t-elle. Dilo est actuellement en promotion de son autobiographie. L'international ivoirien Yapi Yapogil a fait des révélations plus que déroutantes sur son passé. Il a avoué dans une vidéo qui a fait le tour de la toile avoir été adepte de pratiques occultes. On en a de plus amples détails avec Rose Alibeda. 200 000 €, soit 130 millions de francs CFA. C'est la somme dépensée par l'international ivoirien Yapi Yapogil dans les pratiques occultes afin de booster sa carrière de footballeur. En effet, dans un élément filmé qui fait en ce moment le tour de la toile, la star ivoirienne explique ses déboires, de sa vie de rêve jusqu'à sa débauche. Ayant perdu tout repère, il devient un abonné des pratiques occultes jusqu'à ce qu'on lui demande son fils en sacrifice. Conduit à l'église par celle qui est devenue sa femme depuis maintenant 6 ans, il y trouvera le salut. Le footeux s'est dit être transféré à un prix inestimable du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Dieu est mon président, Christ mon directeur sportif, le Saint-Esprit mon coach, affirme-t-il. Alors tous ensemble disons Alléluia. Rien que d'en parler, on en a froid dans le dos. Nick Wallenda, acrobate de l'ONU, funambule et américain de 35 ans, a fait un nouvel exploit. Il a parcouru les yeux bandés un câble de fer reliant deux gratte-ciel de Chicago à plus de 600 pieds dans les airs. Des précisions avec Rose Alibeda. De quoi donner le tournis à tous les agrophobes. Après sa traversée des chutes du Niagara entre les États-Unis et le Canada sur un câble, le revoilà à Chicago. Nick Wallenda, acrobate de l'ONU, funambule et artiste de haute voltige américain de 35 ans, a réussi avec succès un nouvel exploit. Une traversée effectuée sur un câble de fer entre deux gratte-ciel de Chicago à plus de 600 pieds dans les airs. Cette performance a été accomplie les yeux bandés, sans harnais ni filet de sécurité. Le roi du funambulisme a brisé 2 records mondiaux dans 2 événements distincts. Le premier pour avoir traversé sur un câble de fer entre 2 édifices, un parcours de 138 mètres montant à 19 degrés d'inclinaison, et le second pour en avoir fait le tour sur 28 mètres les yeux bandés. Il a réussi la première étape de ce défi en 7 minutes environ et le second en plus d'1 minute. Nick Wallenda est la 7e génération d'une famille de funambules. Fin de ce point de l'actualité, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.